7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Selon une enquête Ipsos de 2023, 11% des Français nés entre 1997 et 2007 se disent ni hommes ni femmes, soit plus d'un jeune sur 10. Du côté des États-Unis, 1,6 million de personnes s'identifieraient comme transgenres, alors que les 13-17 ans représentent là-bas 8% de la population. Ils sont 18% chez les transgenres. Quelle est cette nouvelle manie qui touche la jeunesse et quelles sont les dérives de cette idéologie? Que permet la loi et quelles réponses apporter à ce phénomène? Alors pour y répondre, je vous propose Transmania, l'enquête qui dérange, mais se hisse parallèlement en top 1 des ventes depuis une semaine, paru aux éditions Magnus le 11 avril dernier. C'est le fruit de 4 ans d'investigation menée par Marguerite Stern et Dora Muto. Alors pour en parler ce matin, on a voulu changer des autres formats, des autres plateaux, car il y a eu une belle promotion médiatique pour Transmania. Alors nous sommes avec Marguerite Stern et Charles Prats. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marguerite Stern, vous êtes ex-Femen, vous avez un parcours vraiment intéressant. Vous êtes à l'origine des collages contre les féminicides, mais vous avez quitté vos anciennes compagnes de lutte et vous êtes pleinement engagée aujourd'hui contre l'idéologie transgenre. Charles Prats, on ne vous présente plus, expert des fraudes fiscales et sociales, et vous signez cet ouvrage devenu incontournable, Cartel des fraudes 1 et 2 aux éditions Ring. Alors merci d'être avec nous. Si vous êtes réunis sur ce plateau, c'est aussi parce que Transmania rime avec censure. Une censure délibérée que nos deux invités ont connue pour leurs enquêtes respectives. La parution de Transmania a commencé avec une polémique phénoménale. Vous avez commencé sur une belle dynamique avec des panneaux d'affichage dans les rues de Paris, mais aussi fort que ça a commencé, la censure a frappé. La mairie de Paris a porté plainte et la publicité de votre livre a été retirée. Marguerite Stern, j'imagine que vous vous attendiez à une pluie d'accusations transphobes, mais pensiez-vous que vous iriez jusqu'à être censurée pour cet ouvrage ? Alors moi, je pensais pas que ça irait jusqu'à ce point. En fait, je pensais peut-être que les affiches allaient être taguées avec des, je sais pas, fuck transphobe ou des choses comme ça, mais je pensais pas que ça irait aussi loin. Non, je pensais pas que JCDecaux plierait. Mais en même temps, c'est, quand on a écrit ce livre et quand on s'intéresse à ce sujet depuis 4 ans, plus rien ne vous surprend parce que les censures sont permanentes sur ce sujet. On en fait état sur notre site internet qui s'appelle Feministe avec Dora Muto, hein, toutes les censures qu'on a subies. Et finalement, ce qui se passe avec ce livre, avec le retrait de ces affiches, c'est juste dans la droite ligne de tout ce qu'on subit depuis 4 ans. Et puis, on n'est pas étonné aussi dans le sens où la mairie de Paris a certaines accointances avec des assos trans. Elle en finance beaucoup. Elle a financé un grand centre LGBTQIA+, le dernier ferme la porte dans le centre de Paris. Donc voilà, la mairie de Paris a fait pression. On n'en est pas très surprise non plus. Alors vous, Charles Prats, en vous attaquant à la fraude sociale, vous avez vous aussi fait l'objet de nombreuses attaques. Qu'est-ce qui choquait à l'époque quand vous avez publié cette enquête et quelles ont été les réactions? Qu'est-ce que vous avez subi? Écoutez, c'est simple. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu ce qui se passait pour le livre Transmania, ça m'a ramené 3 ans et demi en arrière quand j'avais sorti le premier tome du Cartel de fraude. Et en fait, c'était un peu la même chose, mais de manière moins violente, je l'accorde, parce que moi, mes adversaires, entre guillemets, c'était le gouvernement. Et j'aurais tendance à dire qu'on était entre gens bien élevés. Oui. Ce qui se passe avec Transmania, c'est beaucoup plus violent. Et donc les deux auteurs du livre, hein, elles en prennent plein les dents, mais avec des gens en plus qui peuvent être eux-mêmes très, très, très violents, même physiquement. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand le livre est sorti, l'exemple classique, c'était la Fnac, hein, que je donne toujours. À la Fnac, on ne pouvait pas se le procurer le bouquin. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais fait le test, j'étais allé à la Fnac des Champs-Élysées, je voulais avoir mon livre, il venait de sortir, on ne pouvait que le commander et venir le chercher le lendemain. On ne l'avait pas en rayon, c'est-à-dire que les Fnac le gardaient dans le centre de commande logistique, mais ne le mettaient pas en rayonnage dans les Fnac. Vous aviez des libraires qui vous expliquaient que le livre avait été interdit. On ne le faisait pas parce qu'il était en rupture de stock dès la première semaine. Quand il a fallu lancer la réimpression, comme par hasard, l'imprimeur a mis 2 semaines à faire la réimpression. C'est quand même bizarre, hein. Imprimeur leader, je ne vais pas citer son nom, mais c'est le même imprimeur d'ailleurs que Transmania, je suppose. Je vais regarder parce que j'ai le livre là. Oui, c'est le même imprimeur.
Donc, je leur dis faites attention au délai de réimpression, vous risquez d'avoir des surprises. Donc voilà, moi j'avais eu tous ces problèmes-là sur le premier ouvrage, mais comme j'avais quand même fait pas mal de promotion médiatique, télé, radio, ça s'était plutôt bien vendu. On n'avait pas fait les affiches comme ça, en Mania, et je n'ai pas été surpris outre mesure de ce qui s'est passé à Paris sur l'affichage, parce que JC Decaux, pour ne pas les citer, sont attributaires de marchés publics de la ville de Paris sur ce qu'on appelle le milieu urbain, etc. Et je me demande si en ce moment, d'ailleurs, il n'y a pas une réattribution d'une partie des marchés publics d'affichage dans la ville de Paris. Donc vous imaginez bien qu'entre faire la promotion d'un livre sur un petit client, parce que finalement l'éditeur de Transmania c'est un petit client, pour JC Decaux c'est pas grand-chose, et le cas échéant se faire sortir d'un marché public, l'arbitrage il est vite fait pour l'entreprise. Alors je vous propose de poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité d'Erika, il est 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. On parlait à l'instant de toutes ces minorités agissantes qui participent à cette censure. Charles Prats, vous expliquiez que vous, c'était un autre ennemi, un ennemi plus grand, le gouvernement. Donc, c'était différent, en tout cas, dans la cabale que vous avez subie. Pour autant, donc voilà, Dora Muto parle de wokestapo, donc pardon pour le néologisme, chers auditeurs. On pourrait le traduire peut-être par la police du wokisme. Et effectivement, ici, on touche à cette question de la liberté d'expression. Finalement, Charles Prats, je vous laisse juste reprendre. À cause d'une minorité vraiment très bruyante et agissante, aujourd'hui, on peut plus rien dire. Alors oui, c'est pour ça que je dis que c'était assez différent, puisque moi, pour terminer, par exemple, sur le deuxième tome, la censure a été beaucoup plus violente me concernant. Plus que les libraires, etc. Puisque moi, là, on a vraiment vu le gouvernement à l'œuvre, en tout cas d'un certain nombre de sphères du cabinet à Matignon. Et donc, avec les annulations au dernier moment des invitations médias, et je crois que Marguerite Stern et d'autres ont connu ça, où moi, je me rappelle très bien de grandes pointures de la presse, radio, télé, etc., qui vous invitent le vendredi pour venir le lundi à la matinale, et le dimanche soir, vous avez le red chef qui vous appelle en disant non, mais finalement, vous comprenez l'actualité, donc on reporte l'actualité, mystère et boule de gomme. Voilà, donc ce type de pression, malheureusement, on les voit. Alors, moi, je comprenais, hein, on était juste avant la présidentielle, ça posait problème, notamment à Emmanuel Macron, et donc par rapport à la campagne de 2022, on était fin 2021, donc il y avait une logique d'affrontement politique par rapport à tout ça qui peut se comprendre, chacun joue avec ses armes. Là, ce qui est beaucoup plus, j'allais dire, gênant, c'est qu'on est en face d'intérêts purement privés et de lobby, de pur lobby. Et donc ce bouquin que j'ai pas encore fini parce que je viens de rentrer du Japon, je l'ai commandé quand j'étais au Japon, parce que quand j'ai vu toute cette polémique sur ce livre, je me suis dit il doit bien mériter d'être acheté quand même, ce bouquin. Quand on se fait comme ça incendier, ça veut dire que ce qu'il y a dedans doit être intéressant. Donc je l'ai commencé, il est plutôt sympa d'ailleurs, et il est écrit de manière marrante, hein, j'aime bien le film. Mais voilà, et donc si vous voulez, on est en face d'un pur lobby qui vient empêcher, parce que moi j'ai pas vu une seule critique sur le fond du livre dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Donc je ne savais pas ce qu'il y avait dans le livre avant de l'acheter et de commencer à le lire, alors que normalement s'il y avait eu des critiques, je sais pas, j'ai entendu parler de plaintes pour homophobie, machin, discrimination, tout ce qu'on veut, enfin des trucs habituels là qu'on nous sert à chaque fois. Sauf que j'ai pas vu quels étaient les propos qui étaient qualifiés dans le bouquin comme étant délictueux, quoi. Donc on est plus en face d'un espèce de terrorisme judiciaire qu'on connaît, qu'on connaît sur plein de sujets, et donc notamment sur le sujet de la question LGBT. Sur ce livre. Et c'est très embêtant parce que c'est une instrumentalisation de l'institution judiciaire qui a objectivement autre chose à foutre que de s'occuper de ça. Mais vous savez, c'est quelque chose. Dans le milieu LGBT, il y a une tradition de violence et d'instrumentalisation de la justice qui ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis devenu magistrat, j'étais inspecteur des douanes avant, et donc je vais à l'ENM et je suis affecté à Paris comme auditeur justice, c'est-à-dire magistrat stagiaire, et je suis à Paris. Et j'ai eu à gérer le dossier du CLIT, du commando des lesbiennes insoumises et transgressives. Sympa. Je vous parle de trucs pas nés ni les unes ni les autres, mais à l'époque c'était des règlements de compte ultra violents symboliquement dans le milieu lesbien, et notamment contre Marie-Jo Boursier, donc ça parle éventuellement aux gens qui sont un petit peu au courant
de l'histoire du mouvement lesbien en France. Donc, les deux principales figures du mouvement lesbien en France à l'époque étaient opposées au mariage homosexuel. Pour plein de raisons. Elles étaient contre le mariage homosexuel en expliquant que tout ça, c'était quelque chose de loi et que c'était une volonté des homosexuels hommes de singer la société bourgeoise patriarcale classique. Et donc, du coup, elles étaient évidemment l'objet, tout comme Dora Muto et Marguerite Stern, de cabales ultra-violentes dans la presse. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, de la part de militantes, notamment celle qui avait fondé le fameux CLIT, le commando des lesbiennes insoumises et transgressives, qui faire fermer leur gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, il y en avait une qui avait rien trouvé de mieux que d'envoyer tous les jours de la semaine pendant 5 jours des tampons avec de l'encre rouge à l'une des deux nanas. Bon, de potache, mais ça a fini quand même en ouverture d'informations judiciaires, 3 juges d'instruction qui se sont succédés, des interpellations, des trucs de machin. Enfin, un cinéma incommensurable pour qu'à la fin, moi, quand j'ai eu le dossier à régler au niveau du parquet, je dis mais attendez, il n'y a pas d'infraction, il faut arrêter les conneries. Elles sont dans leur délire toutes là. Terminé, quoi. Non-lieu, réquisition de non-lieu, etc. Et là, j'ai quand même eu des instructions où on m'a dit non, Charles, tu peux pas faire un non-lieu sec, tu peux pas rendre des réquisitions de non-lieu sec, c'est une affaire sensible, c'est une affaire signalée, mais c'est politique. Voilà, il faut que tu te démerdes, effectivement, on est d'accord pour que tu conclues au non-lieu, mais il faut que tu trouves un moyen de conclure au non-lieu de manière politiquement correcte. Enfin, voilà, on en était déjà là et on était en 2004. Ouais. Voilà. Et donc c'est là, pas d'aujourd'hui. Vous mettez le doigt effectivement sur tout ce qui représente une idéologie et vraiment les lobbies. Justement, Marguerite Stern, donc ce livre, il dérange. Qui est dérangé par Transmania aujourd'hui ? En France, je pense tout simplement tous les militants transgenristes. Enfin, je voudrais juste revenir sur la censure qu'on subit parce que, vous avez parlé tout à l'heure de Woke-Stapo et en fait, pour nous, la Woke-Stapo, elle ne s'arrête pas malheureusement à ce qui s'est passé avec les affiches JC Déco. Les formes de censure, on en a plein d'autres. On a des librairies, en effet, donc, qui cachent notre livre. On a des grandes enseignes qui rangent notre livre en réserve alors qu'il vient juste de sortir et qu'il est numéro 1 des ventes sur Amazon et sur le site de la Fnac. On a aussi des trucs un peu bizarres, genre par exemple le site Babelio, donc ça c'est une lectrice qui nous a écrit hier pour nous dire que en fait elle a laissé un avis positif sur Transmania et donc que son compte Babelio a été supprimé et son commentaire avec. On a des journalistes qui nous diffament clairement. Hier, on a découvert un article dans Les Inrocks qui cite une phrase de notre livre, enfin, qui cite une phrase qui... Enfin, ils disent que cette phrase figure dans notre livre, mais cette phrase ne figure absolument pas dans notre livre. Et puis, on a aussi le harcèlement judiciaire, en effet, avec cette plainte de SOS homophobie, qui annonce ça sur Twitter en préambule en disant « La transphobie tue, Marguerite Stern et Dora Muto, nanana. » Donc, en fait, on nous accuse un peu indirectement d'être responsable de la mort de personnes trans. Enfin, bref, j'appuie là-dessus pour signifier quand même que voilà, ça va quand même très loin. On est dans la création d'une fausse réputation. On est clairement dans l'entrave en fait de la vente de ce livre. En fait, on ne veut pas que certaines grandes enseignes, je sais pas, s'il y a des directives de la part des directions ou bien si ce sont les employés qui s'amusent à ranger le livre en réserve. Mais bon, voilà. Et donc, pour revenir sur votre question, qui le livre dérange? Écoutez, c'est vrai que dans le livre, en fait, on parle de lobby, clairement. Alors, c'est ce qu'on nous reproche, de parler d'idéologie et de parler de lobby. Mais en fait, toute la deuxième partie de notre livre est consacrée à ces lobbies très puissants qui agissent surtout à l'échelle internationale. Enfin, ce qui se passe aux États-Unis et à l'échelle internationale, c'est beaucoup plus édifiant que ce qui se passe en France. Voilà, à l'échelle française, on reste quand même sur des financements qui sont moindres par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis. Mais à titre indicatif, par exemple, à l'échelle internationale, selon un rapport de LGBT Founders, 36 millions ont été injectés en 2022 pour soutenir des ONG transgenristes. Et il y a un véritable système, une mécanique très bien huilée. Avec, en fait, vous avez des individus très fortunés comme John Stryker, Jennifer Pritzker, à la tête de la fondation Arcus, de la fondation Tawani, qui vont donc reverser des fonds donc à ces fondations
fondations qui vont ensuite reverser des fonds à tout un écosystème d'ONG, en fait, ONG qui sont spécialisées chacune dans un domaine. Vous avez par exemple l'ONG GLAD qui va être chargée de faire la police des médias euh, pour forcer les médias en fait à adopter tout un champ lexical en fait transgenriste. C'est-à-dire qu'il va plus falloir dire transsexuel, il va falloir dire transgenre, il va falloir parler d'identité de genre, il va falloir parler de personnes menstruées. Donc voilà, donc cette association GLAD est grassement financée. Puis vous avez en fait plein d'autres associations comme ça, qui certaines agissent dans le milieu médical, dans le milieu des entreprises, avec un système de notation dans les entreprises, par exemple, pour que, en fait, ça s'appelle un indice d'égalité en entreprise. Ça, c'est un indice qui a été fondé par The Human Rights Campaign, donc qui note les entreprises en fonction de si, par exemple, vous allez avoir une bonne note si vous remboursez à travers votre système de mutuelle leur transition médicale aux salariés. Vous allez avoir une bonne note si vous faites des toilettes neutres. Vous allez avoir une bonne note si vous demandez à vos employés d'afficher leurs pronoms en badge ou en signature de leurs emails. Et il se trouve que les fonds d'investissement comme BlackRock sont extrêmement sensibles à ce système de notation en entreprise. Et donc, en fait, nous, quand on a mené l'enquête pour ce livre et qu'on a découvert un peu tout ce type de dispositif, ce type de système, on n'a plus du tout eu peur de parler de lobby. On nous accuse aujourd'hui de parler de lobby, mais en fait, notre livre est une démonstration pleine et totale du fait que, justement, oui, il y a bien un lobby. Et c'est pas grave, quelque part. Enfin, c'est pas grave dans le sens où, bon, nous, on est opposés à cette idéologie, à l'idéologie transgenre. On considère que c'est un projet politique néfaste qui représente une menace pour les individus qui tombent dedans, mais aussi une menace civilisationnelle. Mais en soi, enfin, on ne comprend pas que ces gens-là ne veuillent pas reconnaître qu'il y a un lobby. Il y a des lobbies pour plein d'autres choses. Il y a le lobby du lait, enfin bon, Mais alors, ça ouais, dépend, quoi. ce qui va choquer, c'est qu'au-delà des lobbies transactivistes, il y a la complicité d'une certaine manière de l'État et des médecins pour ceux qui pratiquent les transitions. Et c'est là que tout le business va vraiment déranger, Marguerite. Oui, alors en France, c'est pas exactement pareil que aux États-Unis où les soins s'effectuent beaucoup dans le privé. Nous, on a un système de santé quand même public et la majorité, enfin en tous les cas, une grande partie des soins trans entre guillemets, bon, se font dans des unités hospitalières, mais ce qui d'ailleurs pose problème aussi parce que ça pose la question de la responsabilité de l'État. Mais en effet, outre-Atlantique, c'est un marché extrêmement lucratif. À titre indicatif, par exemple, le marché de la transition hormonale vaut 1,6 milliard d'euros par an avec enfin, voilà, des projections de hausse. Voilà. Et puis, vous avez certains médecins qui réellement en font un business. Ils sont sur TikTok, par exemple, réseau social très, très employé par les jeunes, et qui donc font plein de vidéos TikTok pour vendre la transition comme une expérience à ne pas rater aux jeunes. Et vous avez, par exemple, enfin, je pense au docteur Gallagher, qui est donc une femme qui fait des mammectomies aux États-Unis et qui est actuellement poursuivie pour avoir incité en fait des jeunes femmes à faire des mammectomies parce qu'en effet c'est un marché très lucratif. Et alors, pour que nos auditeurs comprennent vraiment de quoi il s'agit, quelles sont en fait les différentes transitions? Qu'est-ce qui se passe concrètement quand une femme, un homme veut, voilà, a un trouble de genre et veut changer de genre? Alors ça c'est bon, c'est un peu long à expliquer En quelques mots comme ça, juste en on a détail. une idée. Mais en fait, bon, déjà, il y a les transitions des mineurs et puis les transitions des majeurs. C'est pas exactement la même chose. Les mineurs, on va leur donner des bloqueurs de puberté et nous, avec Dora, on est très ferme là-dessus. C'est quelque chose d'extrêmement grave quand vous donnez des bloqueurs de puberté à des enfants dans le cadre d'une transition parce que ces médicaments-là, normalement, sont prévus pour être administrés à des enfants qui ont des problèmes de puberté précoce sur une durée de 2 ans minimum. Et dans le cadre d'une transition, on leur donne ça pendant 6 ans. Et donc, en fait, quand vous étudiez un petit peu le rôle des hormones dans notre corps, dans le corps humain, vous rendez compte que, en fait, c'est un rôle structurant. Les hormones
une des bases biochimiques de notre corps. Et en fait, quand vous donnez des bloqueurs de puberté à des enfants pendant 6 ans, euh, ça va avoir des conséquences dramatiques sur leur santé. Ça détruit le cerveau, ça détruit le squelette, ça rend évidemment infertile. Vous vous retrouvez avec des jeunes majeurs à 18 ans qui vont ressembler à des eunuques. Et donc, ça, c'est prouvé par plusieurs études cliniques, hein. Il y a des pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni qui ont aujourd'hui totalement interdit les transitions médicales des mineurs et qui parlent aujourd'hui d'expérimentation médicale sur les enfants. Donc nous, on espère qu'en France, ce sera interdit. Bientôt, il y a un projet de loi en ce sens porté par le groupe Les Républicains qui devra être étudié là dans à peu près un mois. On espère vraiment que ça va passer parce que euh, les enfants, on n'y touche pas. Pour les adultes, vous avez aussi des transitions hormonales, donc avec des prescriptions d'hormones trans qui se font dans une sorte de flou juridique parce que ça se fait hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que les médicaments qu'on va administrer aux femmes et les médicaments qu'on va administrer aux hommes n'ont été étudiés que sur le sexe opposé. Par exemple, pour les femmes, l'administration de testostérone, on a étudié ça cliniquement que pour que ça puisse être injecté à des hommes qui ont des problèmes hormonaux, tout ça. Cliniquement, il n'y a pas d'études sur les corps des femmes. Et en fait, pourquoi c'est grave? Parce que les femmes et les hommes n'ont pas le même corps, en fait. Non, nous ne sommes pas constitués de la même façon. À titre indicatif, la différence génétique entre un sujet féminin et un sujet masculin, elle est de 1,5%, alors qu'entre deux individus de même sexe, elle est de 0,1%. Voilà, donc les traitements hormonaux vont avoir des conséquences aussi désastreuses sur les adultes. Enfin, ça, on en parle assez longuement dans le livre. Et puis enfin, il y a aussi les opérations dites de réassignation sexuelle qui consistent en tout simplement en l'ablation des parties génitales pour recréer un simili du sexe opposé qui ne sera jamais pleinement fonctionnel. Donc, clairement, médicalement, c'est une boucherie. Alors moi, je voulais rebondir sur l'aspect éthique et juridique avec vous, Charles Prats. On a parlé des mineurs et forcément va se poser la question du consentement et de la maturité des enfants. À quel âge on pourrait dire oui sans l'autorité des parents et est-ce qu'il le faudrait, Charles Prats? C'est l'âge auquel on peut dire oui sans l'autorité des parents, c'est 18 ans, c'est la majorité. Mm. Effectivement, Marguerite Stern l'a cité, il y a de mémoire une PPL, enfin une proposition de loi qui a été déposée au Sénat. Et aussi je complète aussi par une députée RN. Il y a eu à la fois donc, un groupe de sénateurs et à la fois Joël Melin qui vient de déposer le 11 avril, d'ailleurs le jour de l'apparition de Transmania, une proposition de loi en ce sens. Je vous laisse poursuivre. Ouais. Il y avait un rapport de commission d'enquête ou de mission d'information de mémoire au Sénat sur ce genre de choses. Et donc derrière, évidemment, comme souvent à l'issue d'une mission d'information, il y a le dépôt, enfin la rédaction et le dépôt d'une proposition de loi. Mm. C'est commentaire. Reste à savoir si elle sera adoptée. Il faut qu'elle soit placée dans une niche. Je vois mal le gouvernement l'inscrire à l'ordre du jour sur la semaine gouvernementale. Et après, il va falloir voir ce que ça donne à l'Assemblée nationale dans le cadre de la navette parlementaire. Parce que vous imaginez bien qu'il va y avoir du lobby ultra violent par en dessous pour essayer de bloquer ce genre de choses. Mais évidemment, à partir du moment où on commence à toucher sur les enfants, c'est très grave. Mais c'est très grave sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect effectivement médical, le fait d'aller tripoter médicalement des gamins, mais il y a tout l'aspect propagande. D'ailleurs, c'est le début du livre, hein, j'en étais là dans le bouquin de Transmania, qui met bien l'accent sur un des commandements, comme ils disent, ils ont les 10 commandements du mouvement transgenre, mais on voit bien qu'il y a un des aspects qui est la propagande et l'endoctrinement, de la jeunesse. Et effectivement, quand vous commencez à endoctriner les gamins, de manière éventuellement même indirecte, vous changez la société. Et c'est une vision fondamentalement révolutionnaire qui est utilisée par tous ces mouvements-là, par tous ces lobbies. Et vous savez, le droit, à un moment donné, n'est que la résultante des courants qui traversent la société. On voit bien, et donc la propagande est un préalable au changement du droit. Vous disiez, voilà, l'éthique, le droit, qu'est-ce qui se passe, etc. Le droit a évolué depuis toutes ces années. Parce qu'il y a eu de la propagande par en dessous pour faire prendre conscience, entre guillemets, de la nécessité de faire ces changements-là. Et ce qui était totalement inacceptable, voire même inconcevable, il y a encore 40 ou 50 ans,
devient aujourd'hui la norme. Et le fait de simplement poser la question et de simplement dire, bah oui, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et même de le dire de manière innocente, devient criminel. Alors, si aujourd'hui ils sont endoctrinés, ils sont vraiment instrumentalisés par ce business, comment les aider? Parce que finalement, on voit que à ce phénomène de transgenrisme est associé très souvent des troubles psychiatriques pour les personnes concernées. Il faudra, enfin, quelle est la réponse? Est-ce on les suit? On fait un solide suivi psychologique, psychiatrique même? Marguerite Stern, sur cette question, peut-être sur les solutions finalement pour lutter aussi contre l'idéologie, il faut peut-être aller au problème à la source. Ben oui, on est bien d'accord. Oui, et ça, c'est un grand tabou, l'occurrence des comorbidités psychiatriques à l'intérieur de cette population. Et c'est vrai qu'en fonction des services, des unités hospitalières, on est entre 70 et 85% de ces jeunes personnes-là qui sont atteintes par des comorbidités psychiatriques. État de stress post-traumatique, beaucoup pour les filles. D'ailleurs, je précise, aujourd'hui, les jeunes populations qui transitionnent, c'est majoritairement, très, très majoritairement des filles. Donc voilà, enfin, état de stress post-traumatique, troubles borderline, autisme, etc. Et donc, en fait, ce que des médecins prônent, enfin, en fait, il y a des pays comme la Suède, le Royaume-Uni, la Finlande, donc, qui ont fait un retour en arrière et qui prônent aujourd'hui l'utilisation ce qu'on appelle une thérapie exploratoire, c'est-à-dire le fait de voilà, prendre en charge évidemment ces enfants, ne pas nier leur trouble est là, il existe, il crée une véritable souffrance, mais en fait, au lieu d'avoir une approche de psychochirurgie, je sais pas comment dire, psycho-endocrinologie, en fait, au lieu d'essayer de changer le corps alors que finalement c'est le psychisme qui va mal, il faut se concentrer en fait sur le psychisme et essayer de voilà, discuter avec les enfants, d'essayer de déconstruire aussi, enfin déconstruire, même si j'aime pas beaucoup ce mot actuellement parce que je trouve qu'on déconstruit beaucoup trop de choses, mais déconstruire leur vision des stéréotypes de genre, questionner pourquoi est-ce que tu te sens être né dans le mauvais corps, voilà, plutôt que de toucher à leur corps. Et puis en fait, euh, ce que pointent certaines études actuellement, c'est le manque de recherche sur les origines de la dysphorie de genre. Finalement, on prétend soigner un trouble aujourd'hui dont on ne connaît pas réellement les causes. On ne sait pas s'il y a des marqueurs biologiques. Et nous, c'est un sujet sur lequel on veut alerter avec Dora Muto aussi. C'est le fait que voilà, il y a un manque d'études dans ce sens-là et il y a un manque d'investissement de la psychiatrie. Il y a un manque aussi, enfin, et ça c'est un sujet français, il y a un gros manque de pédopsychiatres en France, et ça a été mis en évidence par un rapport de la Cour des comptes. On a de plus en plus de jeunes en France qui sont dans une détresse psychologique et on n'a pas assez de médecins pour les soigner. Donc, enfin, en effet, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau de la médecine. Et puis, concernant les parents, moi, j'invite les parents à s'informer. En fait, il faut comprendre le phénomène. Il faut comprendre ce que regardent vos jeunes sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez des enfants qui se déclarent trans, voilà, il existe aujourd'hui un collectif de parents qui s'appelle Hippomonie avec un Y au début. Il y a l'association SOS Éducation aussi. Donc voilà, si des parents sont dans ce cas-là, je les invite à se rapprocher de ces deux associations. Bah, écoutez, merci pour toutes ces explications. Malheureusement, le temps passe trop vite et on arrive déjà à la fin de cette émission. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Marguerite Stern, ex-Femen, vous êtes donc l'auteur évidemment de Transmania. Cette enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, vous l'avez coécrite avec Dora Muto et elle est disponible chez Magnus. Elle est en top 1 des ventes. Alors vraiment, chers auditeurs, je vous invite à vous le procurer. Charles Prats, merci infiniment. Vous êtes expert en fraude sociale et fiscale. Vous êtes l'auteur, vous, de Cartel des fraudes, un autre ouvrage que nos auditeurs connaissent bien, mais il est toujours temps qu'ils se le procurent si ce n'est pas déjà le cas. Donc merci d'être venu nous parler de censure, de transgenrisme. Ça méritera d'autres sujets, d'autres interventions, parce que c'est un sujet vraiment très large. On aurait pu parler aussi de féminisme, on aurait pu parler de plein d'autres choses et de l'usurpation de cette cause, justement, des femmes. Voilà, donc ce sera l'objet d'une future émission, j'espère. Merci à tous les deux et à bientôt.